Souleymane Niang. Le principal risque de conflit au Sénégal, selon le chef de l'État, est la question foncière. Le président Macky Sall l'a redit sous forme de mise en garde aux élus locaux ce matin lors de la cérémonie officielle de la première édition de la Journée nationale de la décentralisation. C'était au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Ces propos sont recueillis par Abdou Diouf Diagne. Je peux vous dire qu'en tant que président de la République, les plus gros risques de conflit dans ce pays restent la question foncière. Au quotidien, je ne reste pas sans recevoir plus de 20 ou 50 dossiers brûlants à travers le territoire national. On vous l'a confié. Ça ne veut pas dire que vous devez, parce que vous êtes maire ou vous avez votre conseil municipal, prendre le territoire de votre commune, le distribuer au premier venu, de façon à plonger le pays dans une situation où toute la terre va devenir privée. Elle sera privatisée. Ce n'est pas possible et on ne peut pas quand même laisser faire cette situation. Parce qu'elle a atteint des limites que nous ne pouvons plus dépasser. Donc il faut que ensemble nous travaillions pour que les besoins du développement se fassent normalement. Les terres de culture, mais avec une certaine équité. Il faut éviter aussi de transférer toute la terre aux étrangers. Or, c'est la tendance nouvelle. De grands groupes agro-industriels qui viennent, qui obtiennent 200 hectares, 500 hectares. Ce n'est pas possible que l'État laisse faire. Donc, il y a une question de fond sur laquelle moi, je souhaite qu'on laisse les terres du domaine national entre les mains des collectivités territoriales, mais avec une gestion responsable. Que lorsque la délibération dépasse 50 hectares, il faut remonter au niveau du gouverneur. Sur le TR, entre Dakar et Diamniadio, nous avons payé plus de 88 milliards de dédommagement. Nous ne refusons pas de payer, mais lorsque le paiement de ces impôts devient aussi cher que les projets, ça veut dire que nous allons renoncer au développement. Les gens ont créé des titres fonciers nouveaux alors que le projet avait démarré. Je dis, je ne paye pas à aucun titre postérieur au lancement du projet un franc. Des litiges fonciers dont certains se retrouvent devant la justice, comme celui qui oppose le collectif de Tivaouane Peulh à des promoteurs immobiliers lors d'une manifestation qui s'est tenue vendredi dernier. Plusieurs personnes avaient été arrêtées. 6 d'entre elles sont jugées devant le tribunal de Dakar ce matin. L'audience s'est ouverte ce matin. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions. Et puis, le collectif Samasouf Mayok Sama Armel se dit plus que jamais déterminé dans son combat pour l'extension du cimetière de Pikine. Une marche est prévue le 8 novembre prochain, mais déjà le 10 collectif compte se mobiliser cet après-midi lors de la réunion du conseil municipal de Pikine-Ouest qui doit délibérer sur les 12,7 hectares de terre situés à côté du cimetière. Daouda Gueye, un des responsables de Samasouf Yok Sama Armel, était l'invité de RFM Matin. Nous allons effectivement, parce que le Code général des collectivités locales, en son article 140, nous permet, nous autres administrés, d'assister au conseil, aux délibérations du conseil municipal. De toute façon, bon, le conseil municipal et le maire Pape Gogundong n'ont aucun pouvoir sur ce foncier-là, parce que c'est un titre foncier de l'État, le titre foncier DP 50. Mais nous allons là-bas pour un peu les mettre face à leurs responsabilités et leur faire comprendre que là où ils sont assis, dans ces salles de délibération, c'est 68 ans d'histoire qui les regardent, mais également c'est des millions de Pikinois qui les écoutent, parce que tout simplement, tous ces gens-là, ce qu'ils veulent entendre, c'est que effectivement, ces cimetières-là vont connaître une extension pour nous permettre effectivement de continuer à inhumer nos disparus dans la décence. Ce n'est qu'un avant-goût parce qu'il y aura une marche qui est en gestation et qui va se tenir le 8 novembre et qui va donc mobiliser tout Pikine. On en parle à travers des réunions publiques d'information. L'itinéraire reste à déterminer et ça sera rendu public le moment venu. Mais que tout Pikine prépare cette marche-là parce que tout simplement il s'agit de ce qui nous est commun, à savoir ces cimetières-là, parce que c'est un lien affectif qui nous unit à ces cimetières-là, parce que tous les grands hommes, toutes les grandes femmes de Pikine y reposent et que donc nous aimerions effectivement, nous peut-être à notre disparition, y être inhumés. Donc c'est une cause commune et que donc je pense que les Pikinois le comprennent comme ça. Le 8, Inch'Allah, on verra un déferlement de population à Pikine pour réclamer l'extension du site. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici.
Je vous le disais tout à l'heure, la première édition de la Journée nationale de la décentralisation se tient aujourd'hui sous la présidence du chef de l'État. L'Association nationale des élus départementaux, l'ANED, dénonce sa mise à l'écart dans la célébration de cette Journée nationale de la décentralisation. Les responsables de cette association tiennent le ministre des collectivités territoriales comme responsable de cette situation. Écoutons Mamadou Abdoulaye Ba, le chargé des questions administratives de l'ANED, au micro de la Ndiogoudienne. Nous dénonçons le fait que le ministre Oumar Gueye ignore délibérément l'Association nationale des élus départementaux en cette journée nationale de la décentralisation qui se tient aujourd'hui à Diamniadio. L'ANED est une association nationale légalement constituée avec son récépissé et il faut noter que le chef de l'État a même reçu notre association. Nous pensons que cette journée nationale dédiée à la décentralisation doit être inclusive et doit rassembler tous les acteurs de la décentralisation. Ceci est une forfaiture du ministre Oumar Gueye qui n'honore pas le président Macky Sall. On dirait que notre ministre ne travaille pas pour le président car il ne cesse de créer des frustrations sur son chemin. Il faut noter également que nous n'avons reçu aucune explication par rapport à notre non-implication à cette journée nationale dédiée à la décentralisation. L'ANED n'a reçu aucune notification, aucune explication. À suivre dans la deuxième partie de cette édition, notre dossier consacré à l'évaluation de l'acte 3 de la décentralisation. Ce sera avec Mohamed Ali Mouba. En attendant, parlons de cette mission d'information de l'Assemblée nationale sur les inondations qui a presque bouclé son travail. Il ne reste plus que la tournée dans la région de Dakar. Plusieurs ministres et directeurs généraux ont été auditionnés. Les députés comptent remettre leur rapport avant le délai du 31 octobre fixé. Elhaj Ndiogoudienne. Aussitôt après leur installation le 22 septembre dernier, les 15 missionnaires de l'Assemblée nationale se sont mis au travail. Ils ont ainsi eu à auditionner les ministres Aly Ngouille Ndiaye de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo des Finances, Abdou Karim Fofana de l'Urbanisme, de même que Abdou Karim Sall de l'Environnement et Oumar Gueye des collectivités territoriales. Outre ces membres du gouvernement, des directeurs généraux sont aussi passés devant la mission d'information. Il s'agit des directeurs de l'ONAS, de l'ADM, mais aussi de la GEROUTE, de la GETIP, ainsi que le directeur de l'Urbanisme et les autorités administratives de la région de Dakar. Les discussions ont permis de comprendre beaucoup de choses et le fond du problème, souligne notre source qui n'a pas toutefois voulu dévoiler les contenus des discussions avec ses différents responsables de la lutte contre les inondations. 5 groupes de 3 députés accompagnés d'assistants parlementaires ont également fait le tour des 14 régions du pays pour constater la situation sur le terrain. Toutes les régions ont été sillonnées sauf Dakar, dont la rencontre doit se tenir en principe demain vendredi pour les 4 départements de la région que sont Dakar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque. Concernant l'échéance du 31 octobre, dont il ne reste plus que 9 jours, notre interlocuteur indique qu'il n'y a pas de souci à se faire. Le rapport sera remis au président de l'Assemblée nationale à temps. À charge pour lui, Moustapha Niasse, de le transmettre au président de la République. Une séance plénière va ensuite se tenir pour partager les conclusions de cette mission d'information mise en place suite à la grosse polémique sur la gestion des inondations après les fortes pluies qui se sont abattues sur le pays les 5 et 6 septembre derniers. Beaucoup se sont interrogés sur la destination du budget de 766 milliards de francs CFA prévu pour le plan décennal de lutte contre les inondations qui en est aujourd'hui à sa 8e année de mise en œuvre. 12 heures, un peu plus de 10 minutes. Augmenter les rendements agricoles tout en préservant l'environnement, cela est tout à fait possible au Sénégal. La commune de Ndiob, dans le département de Fatick, en est une preuve éloquente. L'agroécologie y est expérimentée depuis 2 ans à la grande satisfaction de toutes les parties prenantes. Explication Aminata Goudjabi. Depuis 2 ans, la commune de Ndiob expérimente l'agroécologie, une agriculture bio sans engrais, encore moins de pesticides. Le projet porte ses fruits selon le maire de la commune. Cette année, par exemple, la production de mil et d'arachide sera supérieure à celle des années précédentes. Omar Ba. On est à la phase de l'évaluation. On a pris les carrés de rendement. Il y a des missions qui descendent sur le terrain pour aller mesurer pour chaque paysan quelle a été la production. L'année dernière, nous avions permis de faire passer le rendement de 350 kg à l'hectare à 1091 kg à l'hectare selon une évaluation du PNUD. Cette année, on sera au-delà d'une tonne à l'hectare. Plusieurs ONG accompagnent la commune de Ndiob dans cette initiative et ce sont actuellement près de 500 producteurs qui sont encadrés. Je parle sous le contrôle du volontaire des Nations Unies qui est avec nous. C'est 468 producteurs que nous avons engagés, à qui nous avons donné des semences, des
formation du matériel agricole pour leur permettre de pouvoir opter pour ce type d'agriculture parce que c'est une agriculture durable et c'est une agriculture rentable. À Ndiop, l'agriculture est pratiquée presque toute l'année. Le maraîchage a été inclus dans ce projet, ce qui, selon le maire, a permis de faire reculer la pauvreté dans cette commune rurale. C'est pour améliorer la nutrition des populations, créer des revenus et permettre aux populations de manger et de transformer localement. On va installer bientôt une unité de transformation de céréales semi-industrielles. Nous avons une unité d'huile. En 2018, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture avait décerné le prix de la meilleure politique agricole locale à cette commune de Ndiop située dans le département de Fatick. Aminato Goudiaby, Fatick RFM. L'agriculture comme moyen de réinsertion des détenus et en purger leur peine de prison, l'administration pénitentiaire multiplie ce genre d'initiative. Elle a notamment prévu d'offrir des formations aux détenus. À Bombay, le régisseur de la maison d'arrêt et de correction mise beaucoup sur le champ ouvert à cet effet. Correspondance, Babacar Diouf. Bon nombre de détenus retournent en prison parce qu'ils ont raté le processus de réinsertion sociale. À la maison d'arrêt et de correction de Bombay, l'administration pénitentiaire ne souhaite pas un tel sort à ses pensionnaires. Lieutenant Moussa Dieye, régisseur de la MAC de Bombay. Le champ entre dans ce cadre de préparation à la réinsertion sociale des détenus. Donc comme vous le voyez, il y a une vingtaine de détenus qui sont employés dans ce champ, qui ont travaillé d'arrache-pied pendant 3 à 4 mois. Donc vraiment, l'objectif principal quand on parle de réinsertion, c'est quand même donner une activité au finish de pouvoir donner aux détenus des pécules. Ils veulent aller plus loin que le champ hivernal. L'activité devra se faire tout au long de l'année avec des activités diversifiées. Nous allons vraiment envisager de faire du maraîchage et du jardinage. Après cela, il y a un projet d'aviculture de 500 poulets. On va faire une aviculture de 500 poulets. Ce sera l'occasion de lancer ça. Et la production sera destinée à la population de Bombay. Pourquoi pas même à l'université. Ils ne seront pas seuls dans ce processus. À un niveau beaucoup plus élevé, l'administration pénitentiaire cherche à renforcer la capacité de ses prisonniers. Nous avons reçu un message qui nous dit au plus tard demain, 22, on doit envoyer au niveau central les noms des détenus et les formations souhaitées. Donc on avait déjà pisté les formations. Maintenant ils sont dans la phase où c'est les noms des détenus et la formation. Donc ça veut dire que là, c'est une phase maintenant avancée. La formation va suivre. À leur sortie de prison, ils auront un métier pour s'occuper et de l'argent pour repartir sur de nouvelles bases. Bombay, RFM, Babacar Diouf. RFM, partout, tout le temps. Venons-en aux chiffres du jour de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal. 24 cas positifs ont été enregistrés sur 899 tests effectués. Il s'agit de 12 cas contacts, de 7 cas importés et de 5 cas de transmission communautaire. Aucun cas de décès n'a été enregistré hier et 5 cas graves sont pris en charge. Et puis pour non-respect du port de masque, la police centrale procède depuis hier à des arrestations. À Thiès, certains citoyens thiessois approuvent cette décision du ministère de l'Intérieur, surtout que la capitale du rail enregistre des cas communautaires depuis plusieurs semaines. D'aucuns demandent à l'État de faire preuve de rigueur par rapport aux cérémonies familiales. Reportage Cheikh Anta Diop. Le coronavirus est toujours là. De dire que ça n'existe pas, ça vraiment, c'est du n'importe quoi. Mais certains Thiessois refusent de se conformer aux règles édictées. Sur plusieurs endroits de la ville de Thiès, le port du masque n'est pas effectif. C'est pourquoi la police centrale de Thiès procède depuis hier à des opérations de rafle. Mais oui, il faut des rafles. Il faut que les gens respectent quand même les mesures barrières, parce que ça a été édicté. C'est des hommes de l'art qui ont donné ces directives-là. À ce qu'on respecte, c'est les mesures barrières, c'est-à-dire le port de masque pour éviter la ruse de la maladie. Monsieur Abdoulaye Diallo, vous respectez le port du masque? Bien sûr. Parce que c'est épargné à la maladie. Et vu de mon âge aussi, il faut porter les masques. Babacar Ndoui, que nous avons croisé devant la police centrale, demande à l'État de faire preuve de plus de rigueur par rapport aux cérémonies familiales. Il y a un relâchement actuellement. Si tu colles avec les gens, ils vont te dire que bon, il n'y a plus rien, pourquoi il y a les manifestations, il y a les sabbats, il y a les baptêmes. Et puis si tu pars dans une maison, tu vois que personne ne porte de masque. Donc pour la maladie n'existe pas. Et puis il y a des gens inconscients qui disent que la maladie là ne tue pas les Africains. Pourquoi? Parce qu'il y a l'HCR. Il y a combien de morts actuellement?
L'État doit continuer à prendre ses responsabilités. La police fait des rapes, comme la gendarmerie. Depuis hier, la police centrale de Thiès a procédé à plusieurs arrestations au sein des récalcitrants. Le constat est que partout dans la ville, c'est le sauve qui peut dès que les limiers apparaissent. RFM Thiès, Cheikh Ante Diop. 12h17, les femmes sont quasiment absentes de l'espace médiatique, surtout dans le domaine politique. C'est ce constat qui a poussé le programme de participation politique des femmes en Afrique à organiser des ateliers dans ce domaine pour motiver les différents orateurs à accorder à la femme politique un large espace dans les médias. Fatou Sow Sarr, coordonnatrice du caucus des femmes leaders, au micro de Awambay à ce sujet. Le programme WPV Political Participation, mis en place par la coopération suédoise, est un consortium de plusieurs organisations de pays africains. Et c'est parti du constat de la faiblesse des femmes dans la gouvernance dans l'espace politique. Même si on a observé depuis les années 90 des avancées extrêmement importantes dans tous les pays africains, il n'en demeure pas moins que des problèmes se posent au sein des partis. Dans le système électoral, on s'est rendu compte aussi que dans l'espace médiatique, les femmes politiques, sont moins bien présentées. Or, nous savons tous que les médias participent à la visibilité, donc au leadership des acteurs politiques. C'est une des raisons qui font que ce programme comporte plusieurs volets. Cette fois-ci, nous avons ouvert avec la participation des femmes au débat politique dans l'espace médiatique, à partir d'une étude. Et l'étude montre effectivement que les femmes sont désespérément absentes, quasiment absentes. Quelques-unes sont là, mais globalement, quand il y a les grands débats politiques au Sénégal, les grandes émissions, c'est des hommes qui sont invités. Et c'est pour essayer ensemble de comprendre le pourquoi. Et quand nous le saurons, cela nous permettra de mettre en place des programmes d'accompagnement pour 2021-2022. Et puis parlons de la journée internationale du bégaiement. L'ambassadeur des handicapés vocaux porte encore plus fort leur voix et plaide pour une discrimination positive. Mohamed El-Béchir Dieng dénonce les difficultés que ses congénères rencontrent lors des entretiens d'embauche. Il soutient qu'aucun appui leur est octroyé et pointe du doigt le ministère de la Santé. Mohamed El-Béchir Dieng au micro de Nafissatou Silla. La question des handicapés vocaux reste une problématique de plus en plus lancinante au vu des multiples plaintes. En tant que personne vivant avec un handicap, nous sommes judiciaires de porter le combat de nos concitoyens démoralisés par la discrimination en raison de leur handicap. Nous disons non à la discrimination et nous voudrions mener ce combat avec les services de l'État en vue de lutter, en vue de lutter contre les injustices sociales. Pour parvenir à cette vérité, il est urgent de combattre la discrimination au sein de nos entreprises et d'asseoir une politique inclusive qui a légiféré en vue d'assurer la sécurité à tous les citoyens. Je vous dis que les handicapés vocaux sont laissés en rade, contrairement aux autres handicaps, parce que l'handicap vocal, il se manifeste que lors de la communication, nous sommes laissés en rade par notre ministre il ne nous a jamais reçu, il ne nous a jamais adressé au-delà de la considération du MIMI. Les sont au niveau des entreprises, parce que de nos jours, beaucoup d'handicapés sont recalés lors des entretiens d'embauche. Je voudrais que nous la plus au moins une discrimination pour permettre aux personnes avec un handicap de trouver un emploi pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Les dimanches au niveau de la place BCA sera aussi l'occasion d'échanger avec nos europhonistes, de faire des prises de parole, de faire des jeux pour donner plus d'espoir à ces personnes. Et puis avant de refermer cette première partie de cette édition, reparlons de ce procès des 6 habitants de Tivaouane Peulh arrêtés à la suite d'une manifestation la semaine dernière. Le tribunal a décidé purement et simplement de relaxer les 6 prévenus. Le procureur avait requis 6 mois avec sursis contre les prévenus. Ces derniers ont contesté les faits qui leur étaient reprochés. Les 6 prévenus étaient poursuivis pour participation à une manifestation non autorisée, en plus d'outrage et de violence à agents dans l'exercice de ses fonctions. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions plus en détail avec notre reporter Amadou Sabarba. RFM. L'actualité internationale.
Rebonjour Georges Déthié-Diop. Rebonjour Souleymane Niang. En Guinée, la tension est toujours vive après la présidentielle de dimanche dernier. Hier, de violents heurts ont éclaté entre policiers et émeutiers. Il y a eu 9 morts selon le gouvernement, bien plus selon Cellou Dalein Diallo. L'opposant parle de 16, dont une dizaine hier. Barthélémy Ngom, bonjour. Bonjour, Georges Déthié-Diop. Alors, les acteurs ne s'entendent pas sur le nombre de morts. Quelle est la situation à Conakry au lendemain de ces heurts qui ont fait plusieurs morts? Effectivement, vous l'avez dit, au lendemain donc de la journée rythmée par de violentes manifestations qui se sont soldées par des morts et des blessés. On nous signale aussi 5 morts ce matin, Georges, à Ouattara. Le bilan tourne autour d'une quinzaine de morts selon nos informations. L'acte de Prince, des installations de la Sénélec ont été saccagées par les manifestants. Pour le moment, le calme est légèrement revenu, mais certains quartiers sont encore encerclés par les forces de sécurité. La CENI, contestée par le camp de Cellou Dalein Diallo, a publié hier nuit les résultats de 16 autres communes, ce qui porte à 20 le nombre de communes dont les résultats sont connus. Alpha Condé est arrivé en tête sur les 14 communes. Les 16 autres appartiennent au candidat de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, qui continue d'ailleurs de réclamer la victoire. Et hier, il a publié ses preuves, les PV qu'il détient. Dans une déclaration qu'il a faite hier, il a demandé à ses militants et sympathisants de se mobiliser davantage, car pour lui, le combat doit se poursuivre. Il est donc hors de question, estime Cellou Dalein Diallo, que le candidat du RPG Arc-en-Ciel sort victorieux du scrutin du 18 octobre dernier sur la base d'une fraude massive. Le camp d'Alpha Condé, de son côté, appelle au respect des règles démocratiques, au calme et à la retenue. Le communiqué du gouvernement publié hier fait part de la mort d'un policier lors des manifestations. Georges Déthié-Diop. Alors, la CENI dans tout cela, Barthélémy, est-ce qu'elle annonce une autre publication de résultats provisoires partiels? Effectivement, car la nuit dernière, la CENI a publié les résultats de 16 autres communes. Ce soir, nous a confié le porte-parole de la commission. Ce soir également, d'autres résultats seront donc publiés. C'est au fur et à mesure que les résultats arrivent que donc la commission également les publie au fur et à mesure. Donc le porte-parole, M. Kaba, nous a confié donc que ce soir également, d'autres résultats vont être publiés. Merci Barthélémy Ngom en direct de Conakry. En Côte d'Ivoire, une ligne a bougé à quelques jours de la présidentielle. La commission électorale indépendante, tant contestée par l'opposition, sera revue et puis des négociations seraient en cours entre l'opposition et le pouvoir en place. Gobia Iyabi. Le gouvernement ivoirien a cédé sur la composition de la commission électorale indépendante contestée par l'opposition. Selon le communiqué du gouvernement sur le dialogue ivoirien du 21 octobre 2020, il s'agit de la restructuration de la commission électorale indépendante avec une personnalité supplémentaire pour l'opposition et un poste de vice-président pour le PDCI de Henri Konan Bédié, ainsi que la recomposition des CEI locales. Une décision qui intervient dans un contexte sociopolitique tendu avec de nombreuses manifestations dans le pays. Des Ivoiriens se prononcent sur la décision de la réforme de la CEI. Aujourd'hui, on veut forcément rencontrer l'opposition, chercher à nommer quelqu'un du PDCI à la CEI. Depuis le départ, le président devait le faire. Je pense que c'est malsain, c'est mal ordonné. Et à 9 jours de l'élection, c'est métier pour prendre des décisions de ce genre. C'est gauche, c'est un plan mal échafaudé. Et comme on le dit, le président ne tient pas compte de la vie de l'opposition. Seul à savoir ce qu'ils veulent des Ivoiriens. C'est méchant. C'est méchant parce que tous se battent pas pour des idéologies nobles pour le peuple ivoirien. Chacun cherche son propre intérêt, chacun cherche sa part du gâteau. D'accord, vous voulez votre part du gâteau, vous voulez intégrer la CEI. Et le programme, quel est l'avenir que vous proposez aux Ivoiriens? Une rencontre entre les alliés d'hier, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié, a été proposée par la mission de la CEDEAO et a trouvé un écho favorable auprès de Henri Konan. L'ancien Premier ministre de Djibouti, Mohamed Dileïta, va diriger Souleymane l'équipe de l'Union africaine chargée d'observer le scrutin présidentiel du 31 octobre en Côte d'Ivoire. Il a été nommé envoyé spécial de l'UA. Selon Jeune Afrique, Mohamed Dileïta
arrive à Abidjan lundi prochain. Pour finir, Georges, l'Union africaine condamne les violences au Nigeria. Oui, une ferme condamnation de la violence contre les manifestants qui dénoncent les brutalités policières. Selon BBC, le président de la commission de l'UA, Moussa Faki, exhorte les acteurs politiques et sociaux à respecter les droits de l'homme et l'état de droit. Il salue aussi la dissolution de l'unité de police spéciale et encourage les enquêtes pour s'assurer que les acteurs d'actes de violence sont tenus responsables. Quant à la CEDEAO, elle appelle au dialogue entre le gouvernement nigérian et les manifestants. Tension en Guinée, en Côte d'Ivoire. Également, on l'a dit, le Nigeria n'est pas épargné. Bref, une tension politico-sociale en Afrique de l'Ouest. Moussa Diaw, enseignant en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, analyse la situation dans la sous-région. On ne tire pas des leçons de la situation de certains pays. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de sombrer dans une situation préélectorale de déliquescence sociale et économique. Et puis avec, bien sûr, ce qui va se passer, c'est l'instrumentalisation des ethnies, l'instrumentalisation du religieux, des communautés et des ethnies. Et cela va créer un terreau vraiment pour la violence. Et tout cela dépend, est lié à l'entêtement d'une personne. D'autres situations, comme par exemple le Nigeria, c'est un problème de gouvernance, de mal répartition, un manque d'équilibre dans la répartition des ressources. Et ce qui fait que les populations vivent une situation dramatique. Et c'est cette situation-là qui pousse les populations à contester. Au début, c'était une contestation contre une police spéciale, mais maintenant, ça prend une autre ampleur. C'est la contestation d'une gouvernance, d'un régime politique. Au Mali, Ibrahim Boubacar Keïta est de retour à Bamako. L'ancien président renversé mi-août par un coup d'état militaire est rentré hier soir après un séjour médical aux Émirats arabes unis au Liban. Pour terminer, Saad Hariri est désigné premier ministre pour former un nouveau gouvernement. Il a été choisi après les consultations parlementaires menées par le chef de l'État Michel Aoun. Saad Hariri avait démissionné il y a quasiment un an sous la pression du peuple. Merci Georges Détié Diop. Dans un court instant, le journal des sports. Chadiane Diagne, rebonjour. Rebonjour à vous, Suleiman. Rebonjour à tous. Classement FIFA du mois d'octobre, le Sénégal toujours sur le toit de l'Afrique. Et cela malgré la lourde défaite concédée en amical contre le Maroc il y a de cela quelques jours, 3-1. Les Lions occupent encore cette place honorifique. Une question, que faut-il faire pour rentabiliser davantage ou alors enfin cette place que le Sénégal occupe depuis plusieurs mois? La réponse avec notre collaborateur Salif Diallo, qui est par ailleurs journaliste à l'agence de presse sénégalaise. Cette première place doit nous permettre de jouer contre de très grandes nations, de très grandes équipes. C'est ça qui prépare aux futures échéances, aux futures compétitions sportives. Je pense que quand on a l'habitude de jouer contre de grandes nations, on peut faire des erreurs sur les matchs amicaux, mais lors des matchs officiels, on va pouvoir se rattraper. C'est ça, nous préparer, c'est jouer de très grosses nations, que les gens aient l'habitude d'affronter les plus grosses nations, faire des erreurs lors de ces affiches-là, et pouvoir préparer les compétitions à bon escient. Ça sert à ça, cette première place, pour nous préparer à toutes les éventualités. Au fur et à mesure qu'on joue contre les grands, on va élever notre niveau. Nos joueurs seront habitués à jouer contre de grands joueurs, de toutes sortes de formes de football, comme le fait actuellement l'Algérie. Cette première place doit nous servir à ça, à aguerrir, à ce que nos joueurs puissent s'aguerrir face à la grande compétition. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'il en soit, il ne nous reste pas beaucoup. On a des joueurs qu'il faut, on a l'expérience au niveau des administrations. Peut-être qu'il faut renforcer le staff technique. Notre staff technique, il faut le renforcer. Aujourd'hui, à mon avis, il est dégarni. La Guinée-Bissau, double adversaire des Lions en qualification de la prochaine Coupe d'Afrique. C'est en novembre la rencontre entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, donc, qui occupe la 30e place au classement FIFA de ce mois qui a été publié ce matin. La Belgique, la France et le Brésil constituent le trio de tête, Suleiman. L'Europa League enchaîne avec sa première journée dès cet après-midi. Entre autres matchs attendus ce jour à partir de 16h55, les Young Boys de Berne accueillent l'AS Roma. Rapid Vienne Arsenal est aussi prévu à la même heure, tout comme Bayer Leverkusen contre Nice. Granada, le club espagnol, est en déplacement en Hollande face au PSV Eindhoven. Le Napoli de Kalidou Koulibaly joue à la même heure contre les Suédois de Alkmaar. À 19h, Offenheim Étoile Rouge de Belgrade. Et puis un choc attendu entre les Écossais du Celtic Glasgow et le Milan AC Suleiman.
Afrobasket U18, le Sénégal, vice-champion d'Afrique, ira à la conquête du titre. Et il y a un changement puisque le Sénégal à l'origine avait juste décidé de faire participer une seule équipe, mais cette fois-ci c'est fait. Les deux équipes vont y participer, que ce soit donc en dames et en messieurs. Et le Sénégal en messieurs était d'ailleurs vice-champion d'Afrique lors de la précédente édition. Cette année-ci, l'équipe veut faire mieux. Ce sont des propos de l'entraîneur de l'équipe nationale U18 du Sénégal. Sodetiam lui a parlé. Ouf de soulagement pour la sélection masculine U18. Le Sénégal va désormais participer aux Afrobasket masculins et féminins 2020. Le sélectionneur U18 homme s'en réjouit. Madien Fall. C'est une très bonne chose que le Sénégal vraiment puisse participer donc dans les deux catégories. Tant entendu aussi que cette catégorie U18 garçons avait joué la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, peut-être donc devant le Mali, dans les conditions que tout le monde donc savait. C'est vraiment un dommage que ces gosses ne puissent pas participer. Aujourd'hui, vraiment, les gens ont enlevé vraiment épine du pied. C'est vraiment une bonne chose que ces gosses puissent aller donc représenter dignement donc le Sénégal. À un peu plus d'un mois de la compétition, le sélectionneur estime que son staff a encore le temps pour la préparation. Oui, je dis qu'on a encore un mois. On avait un noyau dur composé donc par ces gosses-là qui avaient fait la Coupe d'Afrique des Nations en 2018 donc à Bamako et la Coupe du Monde. Donc le groupe est là. Et j'avais eu donc le temps aussi de répéter l'ensemble donc des meilleurs qui sont dans la diaspora donc dans le Sénégal. Je pense que donc à ce niveau-là, le problème ne se pose pas. Il suffit tout simplement donc de les appeler donc en regroupement et de donner donc le plan programme que la DES va certainement valider et le travail donc va se faire. À ce niveau-là, je ne me pose pas de questions. En tant que finaliste malheureux de la précédente édition, le Sénégal vise le trophée. Chose possible, selon Madien Fall. Mais absolument, c'est le titre. Si vraiment toutes les conditions donc sont réunies, nous visons le titre. On avait donné une finale qu'on a perdue donc en 2018. Il n'en est pas question vraiment que cette finale donc ne se rejoue pas. Donc l'objectif vraiment, c'est pas l'appel donc de fermer les yeux. On va placer donc la barre très haut et donc de jouer donc la finale et de la gagner Inch'Allah au Rabbi et de passer une fois au champion du monde. L'Afrobasket U18 masculin est prévu du 4 au 13 décembre 2020 en Égypte. La sélection homme U18 du Sénégal va démarrer son stage en début novembre, selon notre interlocuteur. Sodekia, merci, c'est fini la page des sports Suleiman. Merci à vous, cher Tidiane Diagne. RFM, reportage. Retour à l'actualité, lancement donc ce matin par le président de la République de la Journée nationale de la décentralisation, c'est la première édition. Prétexte pour nous pour faire le point sur l'acte 3 de la décentralisation lancé en grande pompe en 2014. Souvenez-vous, l'objectif c'était de mieux harmoniser les politiques en matière de développement local et de donner davantage de moyens aux élus locaux. 6 ans après, les promesses ont-elles été tenues? Mohamed Ali Mouba a donné la parole à des experts. Vous allez le voir, il pointe beaucoup de faiblesses. Une des promesses de l'acte 3 de la décentralisation, c'était une plus grande équité territoriale, mais surtout doter ces collectivités territoriales de ressources financières suffisantes pour un développement local harmonieux. Mais à l'arrivée, c'est loin d'être le cas. Kaman Sek, expert en décentralisation. Oui, c'est-à-dire que c'est un problème des finances. D'abord, beaucoup pensent que les fonds de dotation sont insuffisants. Beaucoup pensent que les fonds d'équipement, l'investissement, le fonds de collectivité, le fait, je crois que les fonds sont insuffisants. Et au niveau de culture en tant que tel, il n'y a pas souvent une bonne mobilisation. La fiscalité locale pose problème au niveau des communes. Et je crois que récemment, par exemple, avec la SEL, qui a remplacé la patente, on pense qu'il y aura des avantages. La répartition des collectivités territoriales au niveau de l'espace territorial national, l'autre équation qui pose problème. Le schéma national d'aménagement du territoire a été voté, mais l'application pose problème. Adama Gueye, consultant en matière de décentralisation. Tous les problèmes que vous entendez au niveau des territoires, des terrains ou autres là, c'est pratiquement au niveau de l'aménagement du territoire. Les nouvelles communes, les anciennes communes rurales qui sont devenues des communes, les anciennes communes qui sont des communes, la répartition de l'espace national entre ces différentes communes, urbaines et rurales, pose encore problème. Il devait y avoir beaucoup de choses à faire et il fallait prendre son courage à deux, mais pour le faire, ça n'a pas été fait. Mais ce n'est pas tout. Au niveau des collectivités territoriales, il y a aussi une grosse faiblesse, les ressources humaines de qualité. Kamansek. Tout n'est pas du côté de l'État. Même au niveau des collectivités rurales, souvent il y a le problème du personnel. Le personnel souvent est pléthorique et je crois que toutes les dépenses en général perdent souvent la plupart du temps à payer des salaires. Dernier écueil, et non des moindres, la coordination des politiques de développement au niveau local. Trouver le lien entre les communes à partir du département. Adama Gueye. Parce que le département aujourd'hui, qui est composé, qui n'a pas de territoire propre, mais qui est un territoire, le territoire ne lui est pas propre, mais il a un territoire. Le territoire, c'est l'ensemble des autres communes
qui sont dans le département. Mais la cohérence voudrait qu'il puisse y avoir une coordination de ces communes. Cette journée nationale de la décentralisation devrait apporter des solutions ou tout au moins pointer les faiblesses en matière de décentralisation. L'acte 3 de la décentralisation adopté il y a 6 ans. RFM, la presse du jour. Nous restons avec Mohamed Ali Mouba pour lire et commenter la presse de ce jeudi 22 octobre 2020. Bonjour. Guinée, la crise post-électorale s'installe. Condé d'Alain mot pour mot. Journée de violence à Conakry, constate l'observateur. Violent, heurts et des morts en Guinée, notamment chez Vox Populi. Le gouvernement annonce 9 tués. D'Alain en dénombre 16. Alpha Condé appelle au calme et à la sérénité. Les États-Unis demandent de garantir l'exactitude et la transparence appropriée dans la publication des résultats. Le journal Tribune parle d'un bilan plutôt lourd, 12 manifestants et un policier tués. Le confrère pointe la liste macabre des victimes ces dernières heures. Aux yeux de Walfatri, point de doute, Alpha Condé déroule la stratégie du chaos. Lentement mais sûrement, le président sortant et son bras armé, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, sont en train de fabriquer une victoire électronique, note le journal. Si cette forfaiture passe, la CEDEAO, rendue coupable de non-assistance à peuple en danger, devra remettre Yaya Jammeh à sa place. En tous les cas, la tension monte déjà à Dakar. Dans le déjà en Dakar, soupir enquête. Des partisans de Cellou Dalein Diallo manifestent devant l'ambassade de Guinée. Selon Vox Populi, il a été constaté de violents heurts devant l'ambassade. Heurts entre manifestants et policiers, des blessés enregistrés, des véhicules caillassés, l'ambassadeur exfiltré par des éléments de la BIP. Interrogé à s'exprimer par le journal Enquête sur ce cycle de violence, un journaliste politique guinéen donne sa parole. Selon Yaya Baldé, la situation est en train de dégénérer et il faut secourir avant que le pire ne se produise. Retour au Sénégal, les affaires domestiques, la dette publique qui explose ou est en train de l'être. C'est parce que selon l'observateur, l'État s'offre encore une rallonge de 1300 milliards. Là, nous allons nettement vers le dépassement du seuil d'endettement. Bûcheron, le confrère, qui parle d'une dette de 10 000 milliards en 2021. Cette fois-ci, l'État table sur le marché intérieur, le marché de l'UEMOA, qui est moins vulnérable aux fluctuations de la monnaie. Mais un économiste pointe les inconvénients tout de même. Selon Khadim Bambayagne, le danger, c'est que ça risque de tarir le marché local. Mais un autre économiste qui a requis l'anonymat explique que ce qui se cache derrière la volonté de l'État de chercher des sous sur le marché domestique, selon lui, c'est parce que le Sénégal a presque atteint le seuil toléré, les 70%. Plus possible donc pour lui d'emprunter à l'extérieur, d'où l'option prise sur le marché intérieur, justement, avec cette grosse polémique autour des bonbons LGBT. C'est dans l'Observateur. Et le directeur du commerce intérieur qui rassure, Oumar Diallo, affirme que ce produit n'existe pas dans le commerce. Mais Mama Targui de Jamra contredit les services de Diallo. Le journal se pose d'ailleurs de plusieurs questions autour de la circulaire pour le retrait d'un produit qui n'existe pas. Flou total aussi sur l'origine de la vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Plus de flou sur les motivations des gays appréhendés par la police alors qu'ils s'apprêtaient à se dire oui à se marier. Libé, qui a jeté un coup d'œil sur les PV de police, indique qu'un élève au lycée de la Fosse et un agent de sécurité à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sont dans le coup. Âgés de 16 ans, 2 jeunes assument devant les enquêteurs leur penchant, tous placés sous mandat de dépôt et jugés en flagrant délit vendredi. Zidane, le coup de boule, rassurez-vous, il s'agit de notre Zidane national, Kernolo. Entretien ce matin du journal Le Quotidien avec le PCA du Center. Extrait, Macky Sall fait son second et dernier mandat. Le communiqué de la paire sur l'affaire Dembourou n'est pas satisfaisant selon lui car laconique. Le ministre Omar Youm s'est planté 2 fois sur la livraison du terre. Fin de citation. Mais ce n'est pas la fin de la guerre entre le ministre Sambassi et la CNTS-FC. Cheikh Diop, le patron de cette centrale, met toutes les sections en ordre de bataille. Oui, on lui reproche, Sambassi, donc d'ostracisme, de mépris et un refus
refus d'audience. Cheikh Diop et ses amis estiment que Sambassi roule pour Bahaoyong, la rivale. Et puis sport à la une du journal Record, Lisbonne va-t-elle finalement accueillir la double confrontation entre le Sénégal et la Guinée-Bissau comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2022. En tout cas, selon le journal, la Fédération sénégalaise de football et son homologue bissau-guinéenne discuteraient sous l'égide de la CAF pour jouer ces 2 matchs dans la capitale portugaise. Real surpris, Liverpool assure, City renversant. C'est la conclusion à laquelle est arrivé Stade Quotidien suite à la 2e journée de la Ligue des Champions. Bayern départ canon du champion. Dans le journal Stade Quotidien, la Ligue des Champions, Real surpris, Liverpool assure, City renversant. Titre de Stade, Bayern départ canon du champion. Et puis dans Sunu Lamb, CNG, l'âge limite des lutteurs, le journal nous dit de 45 ans, l'âge de la retraite devrait passer à 48. Bonne lecture à tous. C'est la fin de cette édition du Grand Journal à 12h42. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a réalisé. Alioune Ba à la mise en onde, Yacine Pouy à la digitalisation, régie d'antenne Papomar Diaw, coordination et rédaction en chef. El Haj Ndiougou Diène à 13h, le journal en Wolof qui sera présenté par Mamadou Mohamed Ndiaye. D'ici là,